Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à m'associer au remerciement de ma collègue, remerciement envers les organisateurs de m'avoir convié à m'exprimer ce jour sur ce sujet de dation et donation sous l'angle de la loi du 31 décembre 1968 avec une vision comparative. Alors, nul besoin ici de rappeler que nous sommes réunis pour fêter le cinquantenaire de la dation en prémence, c'est vrai, mais cette unique focale serait trop réductrice. En effet, si la loi dite Malraux est restée dans les mémoires pour l'introduction de ce dispositif de dation, il n'est envisagé que dans le deuxième article du texte, celui-ci traitant également et en premier lieu de la donation. D'ailleurs, la donation est presque 5 fois plus importante dans son traitement quantitatif, 10 lignes. Mais évidemment, l'apport d'un texte ne se mesure pas en nombre de signes, loin s'en faut. Mais ces considérations doivent nous rappeler que la loi 68-1251 tendant, je cite, à favoriser la conservation du patrimoine artistique national, et je crois que c'est important de toujours le garder à l'esprit, entend répondre à cet objectif par la combinaison de ces deux techniques. Alors, deux lettres et une syllabe seulement distinguent dation et donation, qu'on pourrait si facilement confondre, mais aussi trop rapidement vouloir opposer. Une analyse formaliste ferait également de l'article 1er de modèle, et de la dation une simple variante. De mon point de vue, il n'en est rien. Ma communication sera donc centrée sur une approche comparative des deux mécanismes, mais le temps ne me permettant pas d'opérer une analyse exhaustive, j'ai fait le choix de me concentrer sur la question des réserves de jouissance et charges, et ce pour deux raisons. D'abord, car ce colloque célèbre le cinquantenaire d'une loi fondatrice, on l'a dit, quoi de plus naturel alors que de partir du texte dont la lettre est précisément centrée autour de cette dimension. D'autre part, d'apparence, les deux outils semblent avoir des champs relativement proches, mais l'étude de l'application concrète du texte, notamment au travers des charges, permet de percevoir des logiques fort distinctes. Je me contenterai donc en guise de prolégomène d'opérer une comparaison générale pour replacer rapidement les deux techniques dans le paysage de la fiscalité du patrimoine culturel, avant de m'attacher à explorer leurs identités respectives dans leur mise en œuvre, où se révèle finalement leur logique propre. Quand d'apparence, on pourrait n'y voir que deux cas de cession d'une œuvre à une personne publique. On l'a dit, mais reprécisons-le à titre liminaire, les dispositions de la loi de 68 ont été codifiées et se trouvent aujourd'hui aux articles 1131 et 1716 bis du Code général des impôts. Soulignons également que les deux mécanismes envisagent la protection d'un patrimoine culturel mobilier par une appropriation publique. Cela n'allait pas de soi, et nous ne sommes pas, comme en droit des monuments historiques, dans une servitude administrative indifférente aux propriétaires. On retrouve ici la figure de l'État collectionneur décrite par Mme de Saint-Pulgent dans son analyse des postures de la puissance publique, et la dation comme la donation sont donc des modes d'enrichissement des collections, parfois trop rapidement qualifiés d'à titre gratuit, ce qui doit être très fortement discuté, eu égard à leur rapport bien différent à l'impôt. Il est toutefois vrai que dans les deux hypothèses, l'établissement culturel bénéficiaire, on l'a dit, ne devra pas bourse délier pour étoffer ses simèses. Ce sont également deux modes d'acquisition fortuite, pour reprendre la nomenclature développée par Karl-Henri Voisard dans sa thèse sur l'état culturel et le droit, en ce sens que l'institution muséale ou archivistique n'est pas à l'initiative de l'acquisition du bien, mais se contente de répondre positivement à une sollicitation de la personne privée propriétaire, seule à l'initiative de l'opération. On oppose donc ici la dation, qui est une procédure exceptionnelle de règlement des droits, à la donation, qui concerne un bien extrait à la propriété privée et qui est simplement exonéré de droits de mutation à cette occasion. L'œuvre donnée est une réelle libéralité exemptée d'impôt, quand la dation en paiement est un mode de paiement de l'impôt en nature. Si la dation ne coûte rien à l'institution culturelle, il s'agit bien d'un manque à gagner pour les recettes de l'administration fiscale, en tout cas en numéraire. Je ne reviens pas sur la délicate question de la qualification juridique de la dation que les précédents intervenants ont déjà évoquée, mais concernant la donation, précisons que nous n'envisageons dans cette communication que celle de l'article 1131 du CGI issu de la loi Malraux, et nous mettons de côté l'ensemble des autres types de donations d'œuvres d'art au profit de l'État, notamment, Mme Chastel a parlé de l'article 238 bis 0A qui concerne l'entreprise faisant l'acquisition d'un trésor national à son bénéfice. Et nous ne traitons pas non plus des dons en nature déductibles au titre du mécénat ou encore des dons manuels faits directement à des musées. Il est intéressant à noter que Jean Châtelain, dans un de ses écrits, dit que l'exemption d'impôt sur une donation d'œuvres d'art à l'État avait déjà été pratiquée en fait avant l'adoption de la loi concernant une collection constituée par deux collectionneurs, deux amis, où l'un légua sa partie à l'autre, mais que ce dernier ne pouvait accepter car il était incapable d'acquitter ses droits de succession élevés du fait de l'absence de parenté sans en revendre une partie. Le légataire a donc donné l'ensemble à un musée public et le fisc renonça à la perception des droits. Rapidement, qu'est-ce qui distingue les deux outils? Concernant les collectionneurs, la dation en paiement ne bénéficie qu'aux contribuables personnes physiques, tandis que l'exemption des droits de mutation en cas de donation concerne également les personnes morales.
Du côté des bénéficiaires, évidemment, la dation s'attachant à l'extinction de dette fiscale, c'est bien l'État qui est concerné, alors que la donation exemptée de prélèvement peut être faite, semble-t-il, depuis les évolutions législatives de 86 et de 91 à des musées de collectivités territoriales, avec toutefois des gros problèmes d'articulation théorique que Pierre-Laurent Frier avait bien développé dans un article à l'époque. S'agissant des impôts visés, les dispositions de l'article 1131 visent uniquement les droits de mutation à titre gratuit, que le bien donné provienne d'une vente, d'un don ou d'un legs. Et pour sa part, l'article 1716 bis permet une dation en paiement pour les droits de succession, legs et donations, certes, mais aussi les droits de partage et l'impôt sur la fortune immobilière dont nous venons de parler. L'offre de dation doit également correspondre à des impôts exigibles pour une dette fiscale d'au moins 10 000 € et avec une offre maintenue au moins 6 mois. S'agissant des biens culturels meubles apportés, dans les deux hypothèses, ces, je cite, œuvres d'art, livres, objets de collections et documents doivent être, je cite encore, de haute valeur artistique ou historique, ce qui en droit du patrimoine culturel, on l'a dit, s'analyse bien comme un critère d'exceptionnalité. Alors sans pouvoir développer, la dation d'œuvres contemporaines est également compliquée car la Commission ne veut pas intervenir dans le processus de détermination des valeurs de marché. A contrario, on pourrait supposer que s'agissant de la donation, n'ayant pas de valeur libératoire à fixer, l'acceptation de telle œuvre serait éventuellement plus aisée. En tout cas, le plus souvent, les biens apportés en dation figurent à l'actif de la succession à l'origine des droits dus. Pourtant, ils n'ont pas d'obligation à être ceux qui servent d'assiette à l'imposition, mais doivent par contre appartenir en propre au contribuable depuis au moins 5 ans. Ce critère est totalement indifférent pour la donation. Enfin, dans les deux cas, la procédure d'agrément précisée en sa forme depuis le décret du 10 novembre 1970 fait intervenir la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national, souvent résumée et peut-être malheureusement à son titre de commission des nations, et dans les deux cas, la procédure est suspensive de l'impôt. Alors bien que distincts, les deux instruments sont cependant liés. D'abord, car les dispositions, parce qu'ils s'inscrivent dans une politique fiscale d'ensemble, on l'a dit, qui mériterait d'être analysée à d'autres occasions. D'autre part, car certains auteurs, un peu étrangement, pensent qu'une œuvre refusée en dation pourrait bien être donnée dans le même cadre, ce qui, à mon sens, reste à discuter. Enfin, des observateurs notent que favoriser les dations risque de tarir les donations, car l'avantage fiscal consenti est positif et ne réside plus seulement dans une exonération de droits. Opposons à cette remarque que les motivations respectives des acteurs en sont souvent bien différentes, que les mécanismes s'inscrivent dans des temporalités distinctes et que les travaux de rares économistes montrent que les deux outils ne fonctionnent sûrement pas en vase communicant. Relevons enfin qu'à la différence de la dation, le succès des dispositions sur la donation de la loi de 68 a été très limité. En effet, seules 15 offres ont été présentées depuis 1972, avec 13 dossiers acceptés, pour une valeur globale cependant non négligeable de 40 millions d'euros. Notons également que de tels actes de générosité accompagnent souvent de grandes dations après succession. Je citerai par exemple celle de Jean Eiffel. Elle a aussi été mobilisée pour la collection personnelle de Pablo Picasso, qui normalement devait être frappé à son décès par l'impôt, mais celui-ci avait toujours voulu que ces 51 toiles de sa collection personnelle rejoignent les collections publiques, et donc elles ont été données à l'État avec exonération de droits de mutation par sa veuve Jacqueline, avec un agrément de la Commission du 8 novembre 1973. Au-delà de ces considérations générales, je le disais, la différenciation majeure des deux techniques se révèle dans le devenir du bien donné ou daté. Envisageons donc successivement les réserves de jouissance, puis les charges. Concernant ces premières, les réserves de jouissance, l'enjeu est donc de savoir si celui qui cède une œuvre d'art par l'un ou l'autre mécanisme peut en conserver la jouissance de manière viagère. Évidemment, la loi Malraux n'en dit rien concernant la dation, puisqu'il y a une impossibilité théorique à telle réserve, en raison de sa nature même, ce que nous verrons dans quelques instants. Mais auparavant, envisageons bien la possibilité expresse réservée dans le texte pour la donation. Le rapporteur à l'Assemblée nationale l'exprimait de manière limpide, je cite, « La réserve de jouissance constitue l'élément essentiel de ce texte. Elle répond au désir d'un grand nombre de collectionneurs qui accepteraient volontiers de faire don d'une œuvre à l'État à condition d'en profiter jusqu'à leur décès. » Ce volet doit donc rendre la donation plus attractive que la simple exonération d'impôts sur l'acte généreux. L'article 1er précise ainsi, je cite, que le donateur peut stipuler qu'il conservera sa vie durant la jouissance du bien donné. Plus encore, dans son offre étudiée par la Commission, le cédant peut prévoir que, là encore, je cite, « La réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Le législateur a ainsi à l'esprit l'idée que la collection est souvent l'affaire du couple et que la réserve doit bénéficier aux survivants, que les protagonistes soient concubins, partenaires civils ou époux. » En outre, l'article 1er envisage également dans son deuxième alinéa le cas du donateur personne morale, cette fois-ci, qui peut se réserver la jouissance du bien
mais dans la limite de son existence juridique, c'est-à-dire tant que la structure n'est pas dissoute, et avec une échéance maximale générale de 25 ans, sauf si l'œuvre est accessible en permanence au public. Alors cette limite du quart de siècle fut ajoutée par un amendement sénatorial en seconde lecture, je crois, car ces auteurs craignaient que la détention temporaire par la personne morale qui, par nature, ne trépasse pas à cause de mort, ne prive l'État de disposer de l'œuvre dans des délais raisonnables. Enfin, à côté de ces deux réserves d'usufruit qu'on pourrait qualifier de limitées, car temporellement bornées, la troisième hypothèse de non-dépossession du donateur concerne le cas d'un bien meuble culturel qui serait attaché à un immeuble par des liens historiques ou artistiques. Si la décision d'agrément retient le lien d'affectation du meuble au fond pour ce motif, alors le donateur peut conserver in situ le bien, sans limite de durée, mais à la condition sine qua non d'ouvrir le lieu au public. L'immeuble n'a d'ailleurs pas à être protégé au titre des monuments historiques par une quelconque inscription ou un classement. Plus encore, et cela n'allait pas de soi, le troisième alinéa permet de prévoir qu'une telle réserve sera transmise aux propriétaires successifs de l'immeuble, si ceux-ci consentent à perpétuer l'engagement. Comprenons donc bien que nous sommes dans une exception de jouissance qui n'est donc pas illimitée, car temporellement bornée, elle cessera par le refus de prendre la charge, mais elle est à tout le moins à durée indéterminée, car son extinction est virtuelle. Elle est indéfiniment transmise aux propriétaires successifs de l'immeuble qui acceptent de maintenir l'accès au public. En cas de refus de la suggestion ou de non-respect de l'engagement, le bien donné doit en tout cas être complètement remis. Cette possibilité de réserve de jouissance est donc tout à fait particulière, cette dernière, et on pourrait la qualifier d'abstraite en ce qu'elle n'est plus liée au donateur dans un rapport intuitu personné, mais seulement au propriétaire du cadre d'exposition qui consent à perpétuer l'affectation voulue par le donateur initial et qui n'est pas forcément celui du propriétaire de l'immeuble actuel. Cette disposition peut ainsi être vue comme un élément de protection des ensembles patrimoniaux, mais évite surtout que la donation de la loi Malraux ne devienne, malgré elle, une technique d'éclatement et de dispersion des ensembles décoratifs. Pour autant, il ne faut pas oublier que dans ces trois hypothèses, les réserves sont seulement proposées par le donateur, mais que la commission devra les agréer. Elles n'ont rien d'automatique. Le proposant acceptera finalement, si j'ose dire, le cahier des charges énoncé dans la proposition que celle-ci lui transmettra à l'issue de la procédure pour que celui-ci donne son accord. Face à des demandes raisonnables et sensées, il paraît tout à fait normal de ménager de telles jouissances précaires aux donateurs alors que la collectivité bénéficie de sa générosité, en sachant de toute façon que le démembrement ne durera au plus qu'une génération, ou dans le cas de son attachement à un immeuble, aura en tout cas la certitude que le bien culturel sera montré dans son environnement d'origine, permettant ainsi de mieux en saisir toute la, je cite, haute valeur d'art ou d'histoire, et qui permet également au public d'accéder à l'immeuble patrimonial dans lequel il s'inscrit, qui d'ailleurs était peut-être jusqu'alors complètement inconnu des amateurs. Concernant la dation maintenant, nous avons bien insisté sur le fait qu'elle ne constitue qu'un mode de paiement en nature d'une dette fiscale, n'est pas une véritable libéralité, et dans ces conditions, on comprend bien que la dation ne peut être conditionnée par une quelconque volonté et ne permet pas au dataire de se réserver la jouissance du bien. Il doit être remis, on l'a dit, purement et simplement. Dans son rapport de 1982, la Cour des comptes s'était d'ailleurs émue que certaines dations ne soient pas suivies d'un transfert de propriété effectif, le collectionneur continuant par exemple à prêter l'œuvre pour des expositions. Pourtant, les risques de propriétaires initiaux qui se déroberaient à la remise du bien étaient un risque bien connu que le rapporteur Paul Mainguy lui-même dans les discussions avait mis en avant en évoquant les abus commis aux États-Unis jusqu'en 1965 où, je cite, « Nombre de collectionneurs détaxaient sans dépossession effective ». Néanmoins, si les réserves de jouissance pour la dation sont théoriquement impossibles, la pratique administrative depuis 50 ans a permis, à de rares cas et à titre tout à fait exceptionnel, de ne pas transférer matériellement le bien apporté en paiement de l'impôt. Mais entendons-nous bien, cette mansuétude n'a jamais, me semble-t-il, été motivée par le désir de conférer un avantage quelconque au dataire pour qu'il continue à jouir de la chose. Mais ce qu'on pourrait qualifier de réserve d'in situ fut encore une fois accordé en raison du lien du meuble daté à son contexte historique. Alors les deux exemples toujours cités en doctrine, on en a parlé ce matin, concernent les tapisseries de l'histoire de Diane au château d'Annette et d'Alexandre au château d'Arouet, qui ont bien été apportées en dation, mais qui sont restées dans leur cadre historique d'origine. Au total, semble-t-il, il y a 5 cas qui peuvent être relevés, avec en outre le portrait du duc de Noailles au château de Maintenon, des boiseries sculptées de la chapelle du château de la Bâtie d'Urfé et une paire de chenets du château de la Roche-Guyon. Alors, est-ce une tolérance ou y a-t-il réellement d'impôt? En tout cas, c'est une question que le juriste se pose. Rien ne semble avoir été initialement, en tout cas, contractualisé ou formellement prévu, mais cela ne fait pas pour autant échec à cette qualification.
Au-delà du jeu d'esprit que le juriste affectionne, cela permet d'apprécier le transfert des risques et donc de déterminer les responsabilités pour le cas malheureux où la chose périrait. Alors certains diront que c'est une question bien théorique qui n'intéresse que la doctrine, et pourtant celle-ci fut malheureusement d'une cruelle réalité lorsque l'atelier de restauration Bobin, où les tapisseries du château normand sus évoquées avaient été transférées, a été touché par un incendie le 24 février 1994, détruisant par là ses œuvres commandées par Henri II et désormais propriété de l'État. Pour remédier à ces difficultés, Stéphane Lavigne, dans un article publié à l'AJDA, et dès 1988, la date est importante, jugeait souhaitable d'assouplir la règle de dépossession de l'œuvre datée, car, je cite, « Le strict respect de cette obligation risque de porter atteinte au rayonnement des monuments historiques privés en accélérant le démantèlement des ensembles qui subsistent encore, les demeures historiques devenant peu à peu des cadres vides. » L'auteur proposait d'envisager le maintien du bien apporté en dation dans le cadre d'un réel contrat de dépôt d'une nature particulière, régi par les règles de droit public, et prenant soin de préciser les obligations concernant la conservation et la protection de l'œuvre, en envisageant notamment la responsabilité éventuelle du gardien en cas de détérioration ou de perte, celui-ci ayant une obligation de s'assurer, car il est désormais simple dépositaire et non plus propriétaire. D'autres auteurs ajoutent que le gardien pourrait être contraint à prêter l'œuvre ou à ouvrir sa demeure au public. Ce contrat précaire et révocable pourrait en tout cas être dénoncé unilatéralement et à tout moment par l'autorité publique. Cette solution nous semble donc tout à fait souhaitable et nous rejoignons ici Jean-François Pauly qui, dans sa thèse sur la protection juridique des biens meubles culturels, estimait qu'elle serait, je cite, « le signe d'une véritable politique culturelle qui doit toujours faire primer le maintien des biens dans leur environnement d'origine, car c'est ainsi seulement que leur singularité peut être la mieux mise en valeur. » Cette configuration contractuelle non prévue par la loi aurait le mérite de ne pas faire entorse au principe de transfert de propriété immédiat, l'administration demeurant souveraine dans ce choix de proposer ou non un dépôt dans le lieu de provenance. Et Mme Sterbatchev, l'enseignement de la commission, m'a informé que cela semblait désormais la pratique administrative retenue. Je laisserai la pratique se prononcer sur ce fait. Concernant maintenant en deuxième lieu et beaucoup plus succinctement les réserves de jouissance, après les réserves de jouissance, il convient de s'interroger sur la possibilité de charge, c'est-à-dire d'exigences matérielles conditionnelles qui s'imposent aux bénéficiaires. On comprend bien qu'elles ne sont pas acceptables pour une dation, s'agissant, répétons-le encore, uniquement d'un mode atypique de paiement de l'impôt. Mettons également, mais il ne faudrait pas les oublier, les prérogatives de droit d'auteur, tant patrimoniales que morales, qui peuvent aussi faire subsister un lien entre le dataire qui serait éventuellement titulaire de droits incorporels et le bien remis. Évidemment, le dataire peut formuler des souhaits ou émettre des recommandations, notamment s'agissant d'un lieu de dépôt qui lui semblerait faire sens. Mais l'administration concernée est totalement libre de retenir l'affectation qu'elle juge opportune. Aussi, il est évidemment inapproprié de parler de charge quand rien ne s'impose, et ces informations, ces désirs du dataire, échappent au droit et à la contrainte et rejoignent simplement le faisceau des informations qui participent à la prise de décision de l'administration responsable. Outre l'impossibilité d'exigence matérielle, le cédant ne peut pas non plus bénéficier de ce que la doctrine en droit du mécénat qualifie de contrepartie symbolique. Le collectionneur n'a pas à être remercié d'un geste généreux, il n'a fait que répondre à son devoir contribuable par ce mode atypique de paiement de l'impôt. En ce sens, son nom n'aurait pas à apparaître sur le cartel de l'œuvre comme les musées le font pour les legs et donations, et on trouve en général simplement la mention en application de la loi du 31 décembre 1968 ou remis à l'État en dation en paiement. Notons à cet égard que si la doctrine est unanime pour le non-sens que serait une dation avec charge, elle est plus partagée sur ces gratifications symboliques comme la mention du nom ou la remise d'un titre d'accès permanent au musée où exposer son ancienne propriété. Certains auteurs considèrent que cela serait un remerciement bienvenu, peu contraignant et de nature à encourager les dations en paiement. D'autres, au contraire, et j'aurais tendance à en être, y voient déjà une entorse au principe, avec, citons encore une fois Karl-Henri Voisard, un risque réel de dilution de la frontière entre les deux concepts. Pour finir, quelques mots, toujours dans les charges, concernant le donateur. Il lui est tout à fait possible de conditionner sa libéralité. Ces exigences peuvent être positives ou négatives et font naître des prescriptions juridiquement sanctionnées, avec la menace de la remise en cause de la donation avec charge pour l'institution culturelle bénéficiaire qui ne s'y conformerait pas. Classiquement, ces charges à la donation concernent l'affectation du bien dans un musée déterminé, voire dans une salle précise, des exigences sur des modalités d'exposition, une politique culturelle particulière et surtout des remerciements dans les documents de communication du musée ou plus simplement sur le cartel de type donation Monsieur et Madame X. Tout est ici possible, mais une fois encore, la commission apprécie souverainement l'opportunité d'inclure ces conditions dans l'agrément qu'elle propose aux donateurs.
Les charges peuvent donc menacer une donation si elles ne sont pas suivies des faits. Toutefois, celles-ci peuvent être particulièrement lourdes à respecter pour l'institution bénéficiaire. Pour cette raison, il lui est possible pour le donataire d'en demander la révision devant le juge. Et nous connaissons ici une jurisprudence relativement tolérante s'agissant des musées lorsque l'énonce le lettre CG3P. Par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions grevant une donation devient extrêmement difficile ou sérieusement dommageable. L'affectataire peut ainsi en demander au magistrat de les réduire en quantité ou en périodicité, ou tout bonnement de les modifier en prenant garde néanmoins à s'inscrire dans la volonté initiale du disposant pour les rendre réalisables dans la vie concrète de l'institution culturelle. Enfin, et je voudrais insister là-dessus, en tout état de cause, cette dernière bénéficie également des apports de la loi du 23 juillet 87 qui la protège d'une quelconque revendication si la donation, y compris dans le cadre de la loi Malraux, avait conduit à atteindre à la réserve héréditaire des ayants droit du décueus qui auraient consenti trop largement à ce geste généreux avant son décès. Je vous remercie.